Le château dans le ciel risque de s'y évaporer dès aujourd'hui. Les squatteurs de la villa du Crous à la Doie, inoccupés depuis quelques années, sont expulsables depuis ce lundi. 4 personnes, dont un ancien professeur de français, l'occupent à plein temps depuis le 2 février dans le but d'y créer une université populaire, un lieu d'échange et de partage autogéré avec ateliers, jardins, bibliothèques et poulaillers. Dès la première semaine, ils ont ouvert le lieu, tout le bas, à tout le monde en proposant activités, conférences, débats, échanges de savoir en fait de tout le monde et en incitant en fait les gens à venir eux proposer ce qu'ils ont envie d'échanger en fait de savoir et tout ça, toutes les conférences, toutes les choses sous forme de débat où tout le monde y participe en fait. Un projet éducatif, oui, mais qui ne convient pas au Crous. Il a le projet d'y construire 2 résidences étudiantes pour septembre 2015. Ils ont obtenu satisfaction au tribunal le 25 février. Ce sera l'expulsion. Ce projet date de plusieurs années. On en a dans beaucoup de quartiers à Lyon, des projets de construction. Et on ne peut pas bloquer, parce que c'est vraiment ce qui va arriver. Si on restait comme ça, on bloque la possibilité de 250 logements sociaux pour des étudiants boursiers étrangers qui sont en difficulté, pour garder 2 ou 3 personnes dans une grande maison dangereuse, parce qu'en plus elle est dangereuse. C'est ça aujourd'hui l'enjeu. Pour les occupants, il n'y a pas d'urgence, le Crous n'ayant pas encore obtenu de permis de construire ni lancé d'appel d'offres. Il compte bien opposer une résistance pacifique en cas de venue des forces de l'ordre. Il est 14h46 heure locale, un violent séisme de magnitude 9 se déclenche au large des côtes japonaises. 51 minutes plus tard, un tsunami déferle à l'intérieur des terres. C'était le 11 mars 2011. Ces images et celles des explosions des réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima ont fait le tour du monde. 2 ans après la catastrophe, l'exposition Renaissance du Japon propose un état des lieux de l'archipel japonais. À cause de dégâts, nous avons pu avoir d'autres visions, nouvelles visions par rapport à l'environnement, par rapport à système de relations humaines, relations sociales. Donc nous avons appris beaucoup de choses. Cette exposition rend aussi hommage aux nombreux travailleurs qui ont choisi de rester sur place, aider à la reconstruction de leur pays. Les dégâts causés par le séisme et le tsunami s'élèvent à 300 milliards de dollars. La 3e puissance économique mondiale n'en finit plus de se rebâtir. Nous faisons encore face à de nombreux défis, mais grâce au soutien international et à la population japonaise unie, nous avançons assurément. Combien de temps cela va prendre? Je ne peux pas préciser ici la période nécessaire, mais le gouvernement a augmenté le budget destiné à la reconstruction de 180 à 250 milliards d'euros. Ce drame qui a coûté la vie à près de 15 900 personnes est la catastrophe naturelle la plus coûteuse de l'histoire. L'OL Group a annoncé avoir déposé plainte contre Étienne Tête pour diffamation publique. Il lui reproche ses propos tenus dans Droit de cité, émission diffusée sur notre antenne le mois dernier. Farouche opposant au Grand Stade, Étienne Tête avait notamment dénoncé les difficultés économiques connues du groupe présidé par Jean-Michel Aulas. Difficile pour les journalistes hier soir de trouver l'inspiration pour résumer cette OLOM, tant la rencontre a été soporifique. Rien ou presque à se mettre sous les yeux durant 90 minutes pour au final un 0-0 logique. L'enjeu a pris le pas sur le jeu. Même si on a tout fait, on a tout donné, sur la 2e mi-temps, on n'a pas calculé, on est allé au bout de nos forces. Donc bon, ce soir, ça n'a pas voulu marcher. Si cet Olympico a frisé le néant au niveau du spectacle offert dans un stade de Gerland plein, ça n'a pas l'air d'avoir perturbé les acteurs de ce match. Pour trouver des motifs de satisfaction, ils se réfugient derrière des calculs mathématiques. Avec ce point, Lyon conserve son avance et sa 2e place devant une équipe de Marseille qui, elle, reste quand même au contact. Ouais, on a joué quand même contre le 2e du championnat, une équipe bien en place. On a été aussi très bien en place, très solide défensivement. On a pris un très bon point ce soir. Bon, on est toujours devant. On est toujours second derrière Paris et devant Marseille. Donc c'était aussi l'objectif. Notre objectif, il ne faut pas l'oublier, c'est de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Il reste maintenant 10 matchs aux Lyonnais pour accrocher cette fameuse qualification pour la Ligue des Champions, synonyme de bouffée d'oxygène pour les finances du club. Et parmi les rencontres à venir, 2 grosses affiches à Gerland face à Saint-Etienne et Paris, en espérant que le spectacle soit cette fois au rendez-vous.
Des applaudissements du public qui découvre la nouvelle mise en lumière de la basilique de Fourvière après sa restauration intérieure et sa réouverture ce week-end. Avant, il y avait un éclairage qui était dirigé vers les yeux et qui faisait qu'on ne pouvait pas lire les mosaïques. Donc aujourd'hui, un nouvel éclairage permet d'éclairer non seulement les fidèles qui vont lire et venir à la messe, mais aussi tous les décors et notamment ces magnifiques plafonds. Pour mettre en valeur ces mosaïques fin 19e, 6 lustres de 500 kg sont installés à 16 mètres de haut et diffusent chacun 26 points de lumière. Cette restauration intérieure qui s'achève n'a pas été un chantier facile. Pour faire les mosaïques, par exemple, il a fallu mettre des échafaudages énormes et ces échafaudages devaient permettre quand même le fonctionnement de la basilique pendant ce temps. Et quand vous avez 150 tonnes d'échafaudages qui sont au-dessus de la tête des fidèles, c'est-à-dire de 800 personnes, vous êtes quand même un peu inquiet. Cette restauration intérieure constituait l'une des tranches les plus importantes de la rénovation entamée en 2006.